Audience du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le chef du gouvernement a reçu Monseigneur Paul Siméon Awana. Il était question de la construction d'un hôpital. Lutte contre le tabagisme, le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation en vue de faire connaître un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics. Cette campagne a-t-elle été fructueuse? Nous ferons le point. L'actualité à l'étranger nous conduit au Nigeria où l'armée a lancé une offensive contre les insurgés islamistes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu en audience Monseigneur Paul Siméon Awana. Le chef du gouvernement et les membres de la délégation ont évoqué la finition de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Les travaux de construction de cet hôpital ont été relancés après l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à financer l'achèvement de cet édifice. Hugues Hervé Blé. L'État de Côte d'Ivoire respectera l'engagement qui a été pris de soutenir la réalisation de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Arrêter les travaux de construction de l'hôpital international de la basilique Notre-Dame de la Paix reprennent grâce au président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de les relancer. Il en a été question au cours de cette audience accordée par le Premier ministre à Monseigneur Paul Siméon Awana, représentant le conseiller d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. Il y a eu un comité de travail. Ils ont estimé combien il fallait pour terminer l'hôpital. Et puis, ils nous ont proposé un chronogramme de décaissement et de visite de chantier. Ça fait au total 9 milliards qui sont déjà partis pour appuyer donc ce dossier. Il y a à peu près autour de 4 milliards qui restent à faire pour terminer donc ce travail. Voilà. Et donc on a convenu ensemble comment nous devons faire en sorte que la décision donc, du chef de l'État devienne réalité sur le terrain. À cette rencontre était présent le père Roberto Campissi, le chargé d'affaires de l'Annonciature à Abidjan. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, qui devrait ouvrir en fin d'année, est destiné à tous les malades, en particulier les démunis. Des responsables techniques de la compagnie ivoirienne d'électricité ont tenu récemment une conférence de presse en vue de donner les raisons des coupures intempestives d'électricité à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Ils ont également annoncé d'importantes mesures prises par le gouvernement pour résoudre ce problème. Francis Boifo revient sur cette conférence de presse. Face à la presse, le directeur général adjoint chargé de la distribution de l'électricité de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE s'est voulu clair sur les raisons à l'origine des coupures intempestives d'électricité dans les ménages. D'abord, il y a la limite de capacité de certains ouvrages qui sont atteints. Deuxième cause, c'est la fraude. La fraude a atteint des proportions telles que souvent les réseaux qui ont été construits pour un certain nombre de personnes, les fraudeurs qui viennent se greffer là-dessus et qui consomment de façon abusive puisqu'ils ne payent pas, eh bien, cela amplifie le phénomène de dépassement des capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième cause, ça, des vols et des actes de vandalisme sur le réseau électrique. Kwasi Mathias indique que le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour résoudre au plus pressé les problèmes d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Concernant le réseau de distribution, sachez que depuis 2 mois, la tutelle, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a mené une action forte, donc dégager des moyens pour qu'on puisse faire d'importants travaux de renforcement sur le réseau. Cette opération s'achève dans 2 mois. Elle vise, selon ses initiateurs, à améliorer la qualité du réseau électrique ivoirien et à soulager les ménages, opérateurs économiques et tout autre consommateur d'électricité. Des experts réfléchissent sur la validation d'un important programme national d'investissement et d'accès aux services énergétiques. Ce programme a été mis sur pied en vue de permettre l'électrification de toutes les localités de plus de 500 habitants sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs autres projets énergétiques. Mamadou Kwasi pour les détails. En Côte d'Ivoire, 4,5 millions de personnes installées essentiellement dans les zones rurales n'ont pas accès à l'électricité. Une situation préoccupante pour le gouvernement qui aspire faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.
et surtout pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en 2015. Un programme national d'investissement pour l'accès aux services énergétiques modernes est prévu. Objectif: passer de 34% à 67% de taux de fourniture d'électricité dans les ménages des zones rurales. Mais avant, les experts réfléchissent sur sa mise en œuvre. Donc toutes les localités d'au moins 500 habitants de la Côte d'Ivoire, donc un programme national d'électrification rurale a été mis en œuvre donc, pour faire la prise en compte donc, de ces localités. Ensuite, vous avez la cuisson. Au lieu de faire la cuisson avec les méthodes classiques, donc les 3 cailloux avec les foyers là-dessus, on veut faire des foyers améliorés. Les foyers améliorés qui vont avoir leur énergie de base, qui va être soit le gaz naturel ou d'autres formes d'énergie qui permettent donc, de faire la cuisson moderne. Le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, salue l'engagement du gouvernement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Il invite donc l'État à sortir la population de la pauvreté. Pour cet atelier de validation du programme national d'investissement d'accès aux services énergétiques, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des experts du Sénégal, du Bénin et du Togo, qui ont permis à leur pays de réaliser plus de 50% du taux de couverture d'électricité dans les zones rurales. Des ex-combattants entendent s'inscrire résolument dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de déposer les armes pour prendre part à la consolidation de la paix et faciliter leur réintégration dans le tissu économique et social. C'était au cours d'une cérémonie dans la ville de Bouaké. On fait le point avec Kwadio Kwame. Environ 300 ex-combattants de Bouaké déposent leurs armes en vue de leur réinsertion et réintégration dans le tissu socio-économique du pays. À travers cet acte, les ex-combattants souhaitent renouer avec la paix pour la stabilité du pays. Je conseille tous mes amis à venir déposer les armes parce que la guerre est finie. C'est que j'ai chez moi, donc je viens déposer aujourd'hui. Pour que l'État puisse me récompenser, pour le moment on ne travaille pas, c'est travail mon pays. Je suis venu déposer les armes parce que je veux que le pays n'a qu'à avancer. Nous tous on n'a qu'à aller derrière la paix. Témoins de cette opération de collecte d'armes, l'ONUCI et l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Sur le site d'accueil, des armes de tout calibre, des munitions, des tenues militaires, etc. ont été enregistrés. À cet effet, 4 ateliers d'identification sont installés pour recevoir les ex-combattants candidats au dépôt d'armes. Nous essayons de notifier leur identité afin qu'ils puissent aller déposer les armes au niveau des conteneurs aménagés à cet effet. Et après avoir rempli les fiches, nous leur remettons et ils vont voir un agent de l'armée qui est chargé du désarmement et auprès de lui ils vont déposer les armes. Tous les ex-combattants possédant des armes sont appelés à se débarrasser de ces instruments indésirables, désormais encombrants. Et puis cette information en bref, Amadé Ouérémy a été mis aux arrêts aujourd'hui. Ce chef de milice installé de façon illégale dans la forêt classée du Mont Péco a été capturé par le bataillon de sécurisation de l'Ouest. L'opération s'est effectuée sans incident. Amadé Ouérémy fait en ce moment l'objet d'un transfert sur Abidjan. Le gouvernement a décidé de renforcer les capacités de communication en Côte d'Ivoire. Il s'agit du renforcement du réseau national de haut débit de fibre optique. Ce projet va couvrir tout le pays, selon le ministre de la Poste, des Techniques de l'Information et de la Communication, Bruno Koné. Kwadio Kwame. L'accès à Internet dans de nombreuses localités de la Côte d'Ivoire demeure quasi inexistant. Cet outil de développement et de communication est constamment perturbé à cause de la qualité du service dans plusieurs villes du pays. Pour pallier cette insuffisance et surtout permettre à tous les Ivoiriens de se familiariser avec le langage informatique, l'État a initié la construction du réseau national haut débit de fibre optique sur l'étendue du territoire national. Ce projet viendra en complément des réseaux de fibre optique existants. D'une longueur d'environ 6700 km, il reliera les préfectures et sous-préfectures du pays. Le coût de ce projet est évalué à plus de 100 milliards de francs. Pour cette année 2013, ce sont 1400 km qui sont en réalisation. Le chantier du tronçon Thiébissou-Didiévi
long de 42 km a été visité par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabaye-Koni. Le ministre a, au cours d'un point de presse, éclairé les journalistes sur les ambitions du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour lui, ce défi passe par les technologies de l'information et de la communication accessibles à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Un pays comme le nôtre, quand il investit dans le haut débit, à chaque fois qu'il fait 10% d'accroissement du taux de pénétration du haut débit, il crée 1 point de croissance chaque année. 1 point de croissance du PIB chaque année. Vous connaissez notre PIB, faites 1 point de croissance chaque année, vous verrez que ça couvre largement ce que nous sommes en train de mettre actuellement dans les DIC. Les populations, quant à elles, saluent cette initiative du gouvernement qui va soulager tous les usagers de l'outil informatique et surtout propulser la Côte d'Ivoire vers le développement. La construction du réseau national haut débit de fibres optiques va contribuer à baisser le prix des tickets, améliorer la qualité de l'Internet et de créer des emplois et de nouveaux métiers. Parlons maintenant d'une des ambitions de l'État de Côte d'Ivoire, faire du port de San Pedro l'un des pôles du développement économique du pays, un port ouvert sur l'extérieur. Ce message a été entendu par les opérateurs économiques maliens. Ils ont décidé d'exporter leur coton à partir du port de San Pedro. Et c'est avec Alvorassa. Sur 150 camions attendus, ce sont 50 camions de 30 tonnes de coton chacun qui ont effectué ce premier voyage test. Le reste sera pour les jours à venir. Ces camions proviennent de Koutiala et Kignan au Mali. Baba Diakha de la compagnie malienne pour le développement du textile, Gendo Moussa, directeur général des entrepôts maliens de Côte d'Ivoire et d'autres responsables des secteurs du transport et du commerce maliens ont effectué le déplacement. Objectif, dissiper l'inquiétude du gouvernement malien relative à l'insécurité qui régnerait dans la région de San Pedro, parce qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'en est rien. Et cela, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Côté ivoirien, le préfet de région, Koulibaly Ousmane, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a dit que les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage avec le port de San Pedro. Et il est Lamizana, directeur général du port de San Pedro, de rassurer ses hôtes que la structure qu'il dirige servira de canal pour l'exportation du coton malien avec les meilleures prestations. Après leur arrivée au corridor nord de San Pedro, les balles de coton ont été acheminées au magasin et mis en conteneur destiné à l'export. Les deux parties ont reconnu pour terminer qu'avec l'ouverture du corridor San Pedro au trafic du coton malien, et cela va engendrer automatiquement l'installation à San Pedro des plus gros importateurs maliens qui pourront assurer le fret retour. Avec cet autre pari que le port de San Pedro est en train de gagner, c'est la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire de ce port un pôle de développement économique qui se concrétise. Le pont situé au-dessus du fleuve Comoé par lequel l'on accède à la ville d'Abengourou est vieillissant et sa traversée difficile. Aujourd'hui, les nombreux nids de poules et gros trous qui jonchaient ce pont ont été couverts grâce à l'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix avec le soutien financier de certains cadres de la région de l'Indénié-Duablin. Eugène Atoubé nous en parle. L'action est saluée par les automobilistes, motocyclistes et autres usagers du pont sur le fleuve Comoé. Des jeunes hommes et femmes engagés dans une opération de fermeture des gros trous et nids de poules qui jonchaient le pont. À la fin des travaux, les véhicules pourront l'emprunter dans les deux sens simultanément. Depuis quelque temps, on a senti qu'il y avait une dégradation de la route et nous avons tous déploré ce fait parce qu'il fallait que les autorités réagissent avant que le pire ne se produise. Nous voulons dire merci à l'équipe qui travaille, nos prières les accompagnent. On était sur le pont, il y a un monsieur qui passait en voiture. Il ne savait pas qu'il y a un trou. Il était en pleine vitesse. Il a tapé le béton et il est descendu dans le trou. Des drames et des tragédies, il y en a eu sur ce pont qui en garde encore les traces. Et grâce à l'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix, le pont sur le fleuve Comoé ne sera plus l'objet des larmes de ses usagers. La technique utilisée pour l'opération est le système du béton.
Moins onéreux certes, mais tout aussi efficace. Cette façon de faire est très moins chère et permet donc à l'État de souffler et de trouver les moyens pour la réalisation totale, la réfection totale des routes. Nous travaillons avec des dons de volontaires. Ce travail que nous sommes en train de faire a été donc le matériel a été offert par un opérateur économique. Je voudrais au nom du conseil régional et au nom de toutes les populations de la région leur dire merci et souhaiter que des actions de ces gens se renouvellent pour que chacun apporte un tant soit peu sa contribution à l'édification de la région et partant du pays. Il a fallu 4 jours pour que le béton utilisé pour fermer les nids de poules sèche complètement. 4 jours de désagréments. Mais au final, la joie de circuler sur le pont en toute tranquillité. Pour rappel, le pont sur le fleuve Koumou avait été l'objet d'une intervention similaire par l'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix en janvier 2010. Le nombre de jeunes diplômés sans emploi ne cesse de croître et dans un tel contexte, les étudiants diplômés sortis du CESAG, le Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, ont décidé de fédérer leurs compétences au sein d'une association. Ces jeunes diplômés se sont réunis aujourd'hui à l'hôtel Pullman au Plateau à la faveur d'une conférence ayant pour thème « Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux ». Fatou Fofana, Gabriel Zani. Fédérer l'ensemble des diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, tel est l'objectif de l'association des étudiants ivoiriens de cette grande école panafricaine. Cette union de jeunes diplômés veut également s'associer pour faire face aux réalités de l'emploi. Nous organiser en réseau, parce que de nos jours tout fonctionne en réseau, et vendre nos talents, parce qu'on a des compétences et surtout se mettre ensemble pour entreprendre. C'est vrai, être diplômé, c'est important, mais il faut se prendre en charge. Ce samedi, réunis à l'hôtel Pullman au Plateau, devant parrains, chefs d'entreprise et parents, le président de l'association des étudiants a fait du lobbying auprès des patrons de sociétés pour d'éventuels emplois. Mais il a aussi invité ses amis à les rejoindre parce que convaincu que c'est ensemble qu'ils peuvent être plus forts sur le marché de l'emploi devenu de plus en plus concurrentiel. Face à ces engagements, les parents ne peuvent qu'être fiers de ces jeunes. C'est une fierté pour nous en tant que parents. Et là, nous les soutenons pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique de notre pays. Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux a été le thème de la conférence tenue ce samedi par des responsables de certaines entreprises. 14 étudiants ivoiriens qui poursuivent leurs études aux États-Unis viennent d'obtenir leur diplôme. Ces étudiants, qui sont présentement inscrits à Georgia State University à Atlanta, ont été célébrés récemment au cours d'une cérémonie placée sous le signe de l'excellence. Michel Digré. Le palais des sports d'Atlanta transformé en temple du savoir. Le temps de la cérémonie en l'honneur de 5000 étudiants de Georgia State University qui viennent d'obtenir leur bachelor. Parmi les diplômés, 14 étudiants ivoiriens issus de l'Université internationale de Grand Bassam. It's a good day. I'm really happy. I'd like to thank my family and friends. Ça a été un peu difficile pour s'adapter. Et à la fin, on s'en est sorti. Quand tu travailles bien, tu as un bon GPA, disons une bonne moyenne et tout, on te donne cette médaille. Je suis absolument heureux, ébahi, et la cérémonie était merveilleuse. Aux côtés de ces futurs cadres du pays, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Daouda Diabaté, et Guy Mbeng, représentant le secteur privé. Ce modèle d'université, l'université de Grand Bassam, est un modèle unique qu'il faut encourager. Et c'est dans ce sens-là que toute la commission AGOA soutient cette initiative-là. Le secteur privé a énormément besoin de cadres de haut niveau, de cadres performants pour pouvoir soutenir et accompagner les investisseurs qui viennent de partout pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de reconstruction et de relance économique. L'Université internationale de Grand Bassam veut donner la chance à d'autres étudiants ivoiriens dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'aller étudier aux États-Unis à travers la création prochaine d'une fondation. Les parents qui n'ont pas de grands moyens, mais qui ont des enfants qui travaillent bien, je pense que
on veut que ces parents viennent parler avec les responsables de cette université pour qu'on trouve le bon moyen d'aider les enfants à célébrer comme on célèbre aujourd'hui la réussite des enfants. Depuis 2007, ce sont environ 80 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam qui ont obtenu leur diplôme de bachelor à Georgia State University. Cette célébration des étudiants aux États-Unis est un rituel dans le système éducatif américain institué depuis 1432. Quel est le sens de cette cérémonie? Des éléments de réponse avec Michel Digré. Marie-Chantal Kouassi vient d'obtenir le diplôme de bachelor en business economy. Dès le lever du jour, elle s'active pour se rendre à la cérémonie de graduation caractérisée par le port d'un vêtement atypique. Là, je viens de porter ma tenue de Régia avec le logo de l'université et aussi mon chapeau, mon cap. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le bachelor correspond à la licence dans le système éducatif ivoirien. Aux États-Unis, la fête de la graduation qui célèbre l'obtention du bachelor marque le passage d'un cycle à un autre pour l'étudiant. Le diplômé peut travailler ou décider de poursuivre ses études pour un master ou un doctorat. La toge et le chapeau traduisent l'idée que seuls les étudiants méritants franchissent cette étape. La première cérémonie de graduation a eu lieu en 1432 à l'université d'Oxford. Depuis lors, la graduation est devenue un rituel dans le système éducatif américain. Nous changeons de registre pour parler de santé. Pour protéger les populations contre la fumée du tabac, le gouvernement a adopté le 10 octobre 2012 un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Et depuis le mois d'avril, le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation en vue de faire connaître ce décret. Le message a-t-il été bien reçu par la population? Le constat avec Gabriel Zani. L'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers sont entre autres maladies les conséquences souvent mortelles du tabagisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en Côte d'Ivoire, 15 Ivoiriens sur 100 fument selon une enquête réalisée en 2005 par le ministère en charge de la santé. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'interdire de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Nous continuons toujours de sensibiliser. Nous rencontrons toutes les personnes qui sont concernées par ce décret. Les propriétaires, les responsables de bars, les transporteurs, les hôteliers. Fumer dans un lieu public ou dans un véhicule de transport en commun met en danger la santé et donc la vie des personnes exposées à la fumée. Dès l'instant que vous avez une personne qui ne fume pas à côté de vous, il ne faut pas fumer. Il faut arrêter de fumer, il faut éteindre votre cigarette. Nul n'est autorisé d'en fumer autrui. Les effets néfastes de la fumée de cigarettes sur la santé étant connus, certains patrons de restaurants ont pris des mesures pour protéger leurs clients. Depuis la sensibilisation, on a arrêté que les fumeurs fument, qu'on a mis une table dehors là-bas pour eux. Souvent, quand les fumeurs arrivent, ils veulent les gêner. Nous, on se plaint et puis ils se mettent à l'écart. S'il finit de fumer, il revient. Mais aujourd'hui, l'addiction au tabac se développe de plus en plus chez les jeunes scolarisés. 25 élèves sur 100 fument. L'ONG Aidons-les s'est investie dans la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire pour mieux les aider. Le président de l'ONG leur propose un remède efficace contre la dépendance au tabac. C'est un médicament qui est conçu à la base des plantes naturelles. Et dès qu'on te donne un petit verre de thé, là, quand tu bois net, c'est fini. Tu ne fumes plus jamais dans ta vie. La journée anti-tabac organisée au lycée Saint-Gilbert de Diago sera ponctuée de projections de films sur les méfaits du tabac. Cette initiative vient renforcer ainsi les actions de sensibilisation initiées par le ministère de la Santé depuis le mois d'avril. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, a organisé aujourd'hui une cérémonie pour les enfants diabétiques. L'événement se situe dans le cadre de la journée de l'enfant diabétique. Les temps forts de cette journée avec Serge Gangomé et Hugues Hervé-Blé. Le diabète, mal contrôlé, il devient dangereux et mortel. Mobilisé depuis de longues années contre cette maladie, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique sonne la mobilisation.
La journée de sensibilisation organisée à l'intention des enfants diabétiques ce samedi a réuni parents et enfants. Il leur a été expliqué que le diabète n'est pas une fatalité et qu'il est possible de vivre avec. Le diabète, ce n'est pas une fatalité. Hein. Voilà, ce n'est pas une calamité. Le diabète, voilà, on vit avec. Moi, ça me fait 10 ans que je suis diabétique. Et j'utilise mon insuline comme il se doit. Je suis mon régime. Et je suis là. Je vis ma vie. J'ai 3 enfants qui sont nés. Ils n'ont pas le diabète. Séance de dépistage du taux de glycémie, projection de films de sensibilisation sur le diabète, exhortation, prestations artistiques ont constitué les temps forts de cette journée. En Côte d'Ivoire, les gens ignoraient que cette maladie pouvait toucher les enfants. Ils pensaient que c'était lié aux personnes d'un certain âge ou bien lié forcément à l'obésité. Mais les enfants développent de plus en plus et l'accès à l'insuline est difficile et il coûte très cher. C'est pour cela que nous avons initié cette cérémonie, d'abord pour apporter un soutien psychologique aux parents et également faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas seuls face à la maladie. Le traitement du diabète en Côte d'Ivoire connaît une amélioration notable grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, et au gouvernement qui ont rendu possible l'accès gratuit à l'insuline pour les femmes enceintes. L'actualité en bref sur le continent à présent avec pour première destination le Nigeria où les populations fuient l'offensive lancée par l'armée contre les insurgés. Contre-offensive de l'armée nigériane contre la secte Boko Haram. L'armée annonce avoir mené des frappes aériennes et des attaques terrestres contre les bastions islamistes situés dans le nord-est du pays. Les troupes de forces spéciales sont parvenues à détruire des bases terroristes qui se trouvent dans le nord et le centre de l'état de Borno. L'assaut a été donné après des attaques extrêmement violentes du groupe terroriste la semaine dernière. Il s'agit de l'opération militaire la plus importante menée contre Boko Haram depuis 2009. Le Premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai lance sa campagne. À l'approche des élections générales prévues dès le mois prochain, il promet un renouveau économique et des réformes démocratiques. Les prochaines élections appellent un parti et un chef qui a un plan et des idées pour répondre aux défis du Zimbabwe. Chef de l'opposition depuis 14 ans, Morgan Tsvangirai veut prendre ses distances avec la politique d'indigénisation et faire revenir les investisseurs étrangers sur le sol zimbabwéen. Son adversaire, Robert Mugabe, est au pouvoir depuis 33 ans. En visite à Washington, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur la feuille de route de l'armée française au Mali. Je le dis parce que ce n'est pas suffisamment souligné. Nous maintiendrons néanmoins des moyens permanents dans la zone, à la fois sur le territoire malien, mais aussi sur les pays voisins pour être en situation d'intervenir contre tout nouveau mouvement terroriste. La France compte acheter 2 drones de surveillance aux États-Unis pour soutenir ces opérations. Les soldats français poursuivent la sécurisation de la zone et la formation de l'armée malienne en attendant le renfort de la MINUSMA, la force onusienne de 12 000 casques bleus qui doit prendre le relais à partir du mois de juillet. Michel Jotodia poursuit sa visite régionale, cette fois en Guinée équatoriale. Après un passage par le Gabon et après avoir rencontré quelques jours plus tôt le président tchadien Idriss Déby, le président de transition de la République centrafricaine a atterri à Malabo. Il a été accueilli par son homologue Théodore Obiang. Michel Jotodia doit rétablir la sécurité en Centrafrique et assurer le retour des institutions démocratiques. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI1.